ne parlez pas. Bien, bonsoir à tout le monde. C'est Claude Jaouen, maire de la commune, qui introduit cette réunion publique sous forme de webinaire. Les conditions du contexte sanitaire nous ont conduit à faire le choix de cette forme de réunion, mais qui reste une réunion publique. À mes côtés, il y a M. Alain Maury, premier adjoint et en charge de l'urbanisme et du développement économique. Je salue également les équipes de l'aménageur, M. Garot, Mme Leleu et toutes ces équipes qui sont également connectées. Et naturellement, je salue toutes celles et tous ceux qui se sont connectés. Au moment où la réunion s'est ouverte, il y avait une trentaine de connexions, mais peut-être que ça devrait monter. Le total des inscrits étant de l'ordre de 50, si j'ai bien mémorisé le chiffre. Donc, il s'agit d'une réunion de présentation du projet de la ZAC du Feuil. Dans un premier temps, après une petite introduction technique que je confierai à Madame Leleu sur l'utilisation des outils pour cette webinaire, je demanderai à Monsieur Maury de faire un rappel du contexte du projet de la ZAC du Feuil. Et ensuite, je laisserai Monsieur Garot, aménageur, responsable de ce projet, et toutes ses équipes de présenter à la fois l'équipe, de présenter également un point sur l'état initial concernant l'environnement du site, de présenter un état d'avancement de la conception du quartier, un plan de composition actuellement à l'étude, le programme de construction, et nous terminerons par les prochaines étapes et la concertation. Donc voilà le menu, j'allais dire, de notre réunion de ce soir. Et je vais tout de suite, pour rester dans le timing prévu, demander à Madame Leleu de faire les présentations techniques pour cette réunion. Bonsoir à tous. Donc je suis Justine Leleu de l'agence Siem Conseil. Vous me voyez intitulée ce soir sous le terme Mairie de Melesse, Crédit Mutuel, Aménagement Foncier, puisque mon rôle a été d'organiser cette réunion. Et donc effectivement, je vais vous présenter la façon dont elle va se dérouler. Dans un premier temps, l'équipe va vous présenter l'état d'avancement du projet. Et puis, dans un second temps, nous pourrons échanger sur la base de vos questions pendant à peu près une demi-heure. Donc, on compte respecter un délai, je dirais, maximum d'1h30 pour pouvoir échanger avec vous, puisqu'on sait bien que vous avez d'autres contraintes à la suite. Alors cet outil, il est interactif, il est fait pour que vous puissiez participer. Donc si vous avez la même configuration que celle qui s'affiche à l'écran, vous allez voir défiler le support de présentation. En dessous, vous verrez les vidéos donc des différents intervenants qui se présenteront au fur et à mesure qu'on avancera dans le projet. Et puis surtout, l'objet de cette petite diapo, c'est de vous présenter les différents systèmes qui vous permettent d'interagir. Je passe la diapo suivante. Donc, très concrètement, vous avez un onglet chat. Cet onglet chat, on vous propose de l'utiliser pour échanger entre vous vos impressions. Et puis, nous, pour pouvoir répondre à vos questions, nous consulterons l'onglet questions. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure que la présentation avance, poser vos questions. Et nous attendrons vraiment la fin de la présentation pour, dans la mesure du possible, les rassembler par thématique et comme ça, passer la parole aux différents experts et intervenants qui pourront vous apporter les réponses à vos questions. Voilà, bah, écoutez, je repasse la parole à Monsieur Maury et je vous souhaite une bonne réunion. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Nous allons poursuivre en faisant un rappel du contexte de cette opération de la ZAC du Feuil, pour partie dans un premier temps un contexte réglementaire. Donc, pour rappeler que ce projet
est planifié par le plan local d'urbanisme qui a permis que ce secteur dit du Feuil devient zone à urbaniser. Alors, je ne sais pas, Justine, si le slide suivant, ça n'a pas défilé. Voilà, merci. Donc, le 20 mai 2011, approbation du plan local d'urbanisme. Le 25 février, ce sont les grandes dates 2020, approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, par la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, avec l'ouverture à l'urbanisation de la zone du Feuil de 21,7 hectares. Donc ça, c'est projet planifié par le plan local d'urbanisme. Ensuite, maîtriser l'aménagement de cette zone du Feuil. C'est la procédure de zone d'aménagement concerté, ZAC, avec un rappel des principales dates également, c'est important. Le 29 avril 2015, bilan et clôture de la concertation avec création de la ZAC. Le 26 janvier 2018, arrêté préfectoral de la déclaration d'utilité publique pour cette opération de la ZAC du Feuil. Le 9 janvier 2015, pour rappel, avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact, un certain nombre d'études très, très réglementaires. Et le 7 février 2019, avis de l'autorité environnementale sur le projet de modification du PLU. L'objectif, c'est de réaliser le projet de quartier du Feuil sous le régime de la concession d'aménagement. Donc, pour ce faire, le 23 juin 2018, lancement de la consultation auprès des aménageurs candidats. 18 décembre 2019, le conseil municipal désigne Crédit Mutuel Aménagement Foncier comme l'aménageur concessionnaire de la ZAC du Feuil. Et le 28 janvier 2020, il y a eu signature du traité de concession entre la collectivité et l'aménageur, un traité de concession dont la durée est fixée à 12 années pour réaliser dans sa totalité ce projet de la ZAC du Feuil. Ensuite, sur le slide suivant, va apparaître, toujours dans le rappel du contexte du projet, le périmètre opérationnel du dossier de création de cette ZAC approuvé le 29 avril 2015, avec à droite une diapo qui vous permet de bien localiser le site. Pour les Molésiens, c'est un site connu, hein, au nord-est de la rue de Montreuil, donc défini à droite sur ce périmètre entouré de jaune. Un rappel sur le programme global des constructions. C'est un projet qui vise à réaliser environ 500 logements, dont 25% de logements sociaux, conformes au plan local de l'habitat. Et nous avons contractualisé avec l'aménageur un rythme de commercialisation d'environ 50 logements par an. Toujours sur le rappel du contexte du projet, vous pouvez, en termes de légende, constater que la vocation de cette zone est évidemment une vocation à dominante habitat. C'est bien une ZAC habitat, avec un rappel, mais on le verra un peu plus dans le détail, sur tout ce qui est voirie. Ce qui est important aussi de constater sur ce périmètre-là, avec un intérêt environnemental très très fort et avec une volonté, et vous le verrez ensuite décliné par les équipes de l'aménageur, une vraie volonté de travailler en symbiose avec cette richesse d'environnement que constitue la ZAC du Feuil. En parallèle, les ambitions de ce projet, c'est de proposer une offre de logement diversifiée qui permettra une mixité intergénérationnelle et des parcours de vie, un parcours résidentiel dans la commune, favorisant mixité sociale en imaginant des programmes de logement mixte spécifiques, par exemple, mais pas que, personnes âgées au rez-de-chaussée et jeunes couples à l'étage. Une vraie réflexion d'intergénérationnalité. Assurer ensuite une transition des formes bâties et la diversité des formes urbaines, plutôt densité à proximité du centre-ville et des axes de circulation principaux, moins dense en s'éloignant des axes principaux, des logements collectifs, semi-collectifs et maisons individuelles, tout en évitant les effets de masse et les effets de bloc. Une forte volonté de conserver le caractère et l'histoire du site,
j'en parlais tout à l'heure, sur cette forte dimension environnementale. Maintenir les éléments structurant le paysage, chemins, haies, zones humides. Préserver, prolonger et connecter les corridors écologiques de la ZAC au-delà du quartier. Voilà, la ZAC du Feuil, c'est bien un quartier dans la ville. Encourager l'installation d'une végétation locale diversifiée. Protéger les zones humides. Valoriser le parcours de l'eau, on y reviendra, dans le quartier par une gestion aérienne des eaux pluviales, par des noues par exemple. Aménager des axes structurants qui bénéficient au déplacement à l'échelle du centre-ville, sans pour autant créer de grands boulevards rapides et propices effectivement à se laisser un peu aller en termes de vitesse. Prévoir des liaisons douces, mixtes et protégées pour les visiteurs, pour ceux qui pratiquent le vélo, la marche à pied, les poussettes, les rollers, et puis tout ce qu'on peut imaginer dans les 12 ans qui vont venir. Et aménager des liaisons douces, structurantes, notamment en direction du centre-ville ou du canal. Donc voilà les premiers, un rappel du contexte de ce projet. Et je vais passer la parole à Frédéric Garot, donc responsable de l'opération pour Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Bonsoir à tous. Donc, je suis effectivement Frédéric Garot, le directeur de l'agence Bretagne pour le Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Donc, on a été nommé aménageur concessionnaire de cette ZAC il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, nous sommes accompagnés, pour nous accompagner dans ce dossier, nous avons une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, vous voyez apparaître en premier, en haut à droite, donc l'atelier LD qui est l'urbaniste de la ZAC. L'atelier Le Garzik qui sera l'architecte conseil et qui accompagnera l'ensemble des acquéreurs dans leur projet de construction. Le bureau d'études AMCO qui assurera le suivi de chantier auprès de nous. Le géomètre que l'on connaît également qui sera donc le cabinet Hamel et Associés. Et nous avons également Siam Conseil, donc Justine Leleu qui s'est présentée effectivement tout à l'heure, qui va nous accompagner sur la démarche environnementale et la concertation effectivement de la ZAC. J'oubliais à mes côtés donc effectivement le bureau d'études Yaosen qui aura en charge les études et qui a en charge les études environnementales, et Yaosen qui est accompagné par le bureau d'études également d'Herven. Et donc pour le Crédit Mutuel Aménagement Foncier au bureau de Rennes, Kevin Arnay, qui est le chargé d'affaires de l'opération, qui assurera le suivi technique de l'opération, et Marion Davenet, qui est la responsable commerciale que vous avez peut-être déjà eu en contact dans le cadre de, si vous êtes positionné effectivement pour l'acquisition d'un logement sur la ZAC du Feuil. Les missions effectivement qui nous sont confiées aujourd'hui, donc ça fait maintenant 2 ans que nous travaillons sur les études préopérationnelles. Donc effectivement au-delà du levé topo qu'on a pu avoir, donc il y a eu une nouvelle campagne d'inventaire des zones humides qui a été menée avec une actualisation du plan de compo qu'on va vous présenter tout à l'heure et qu'Atelier LD vous présentera. Dans les dates importantes à retenir pour cette année, on a deux objectifs principaux avec le dépôt du dossier de l'autorisation environnementale unique qui comporte le dossier loi sur l'eau et l'étude d'impact actualisée. Donc effectivement, d'ici fin juillet, on mettra à l'instruction auprès des services de l'État ce dossier. Et fin d'année, l'objectif, c'est effectivement l'approbation par le conseil municipal du dossier de réalisation de la ZAC qui rendra effectivement le projet, on va dire, plus opérationnel au vu effectivement du public. Ce qui va vous intéresser effectivement, c'est sur la phase travaux et commercialisation. Donc, on a dit tout à l'heure effectivement que nous avons été concessionnaires de la ZAC pour 12 ans. Donc, ça fait bientôt 2 ans effectivement que nous travaillons sur ce dossier-là. Donc, les 10 ans à venir, 2022-2032, c'est la sortie de ces 500 logements. Donc, ça se fera en plusieurs phases, bien évidemment, l'acquisition des fonciers, la commercialisation du programme et la réalisation des travaux de viabilisation. Tout ça en différentes tranches que Atelier LD vous présentera tout à l'heure. Je vais passer la parole à Marion Covin pour Atelier LD.
Donc, bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter du coup l'état des lieux du site. Du coup, on a un site qui est vraiment exceptionnel avec une trame bocagère qui est très présente et que l'on va conserver pour tout au long du projet. Donc vraiment, ce plan-là, c'est un plan qui met les bases du projet et qu'on va suivre pendant toute la durée du projet. Donc avec la conservation évidemment de la trame bocagère, comme je viens de le préciser, la mise en valeur du chemin rural existant qui est très emprunté à l'heure actuelle. Donc, on s'est vraiment basé sur ces deux gros enjeux du site. À cela, nous, on va venir créer quatre accès sur l'existant, donc 2 depuis la rue de Montreuil, un accès depuis la rue du Feuil au nord et un accès par la D26 à l'est du projet. Pour traverser tout ce site, on est venu du coup créer une trame vierge qu'on va vous présenter juste après, mais on aura une voirie qui va traverser le projet d'ouest en est et qui viendra également mailler par le nord pour rejoindre la voirie principale. À cela, on est venu également ajouter toute une trame piétonne avec des accès de part et d'autre de la limite d'opération. Et le point fort du site, c'est également la gestion des eaux pluviales en aérien, donc toute une trame de bassin qui viendra se mailler à la trame verte et la trame bleue, et est une gestion également de la zone humide qui est présente sur le site. Bonjour à tous, donc Maria-Amélie Balèche du bureau d'études IAOCEN. Je vais venir justement compléter ce que vient d'expliquer l'atelier LD. Depuis le début de la réunion, on vous a cité à plusieurs reprises la notion de zone humide. C'est un milieu naturel qui est en eau une grande partie de l'année et au sein duquel se développe une flore et une faune particulières. Et donc, c'est un milieu naturel que l'on protège dans le cadre d'aménagement. En 2013, lors des premières études environnementales qui ont été réalisées, un inventaire a été mené, mais dans le cadre de cette phase de réalisation, il a été important de venir actualiser les études environnementales, puisqu'entre 2013 et 2020, évidemment, les milieux naturels se sont développés et il était important de vérifier les enjeux définis en 2013 et voir quels étaient l'état actuel de la biodiversité. Donc, comme on a pu vous l'expliquer à plusieurs reprises, l'enjeu zone humide est un enjeu fort et une zone humide supplémentaire a été identifiée dans le cadre de l'opération. La zone humide qui est entourée de noir sur la carte centrale, voilà, est venue se rajouter à tout cet ensemble de zones humides déjà identifiées. Donc, le projet, à l'heure actuelle, a bien pris en compte cet enjeu et dans le cadre des études, un travail important a été engagé auprès des services de l'État, du syndicat de bassin versant également, pour pouvoir travailler, intégrer cette zone humide au projet et garantir sa préservation au maximum et mettre en valeur le site et le paysage dans le cadre de l'opération. Donc, je repasse la parole à Frédéric Garot. Donc effectivement, dans le cadre de ce plan de composition, donc on a eu des études qui ont été menées. Donc le levé topo, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Donc l'inventaire écologique, tout ce qu'on a pu vous dire là sur effectivement la création de l'information par rapport à cette nouvelle zone humide, ça a chamboulé un petit peu effectivement l'opération. L'idée n'étant pas effectivement de remodeler complètement le projet, mais de garder la philosophie d'origine de ce plan de composition. Donc, on retravaille jusqu'à fin juin le plan de composition général de l'opération avec deux sous-parties qui vont arriver. Les ouvrages qui seront rétrocédés à la commune, donc c'est tout le programme des équipements publics. Donc là, on a un travail qui est en cours à ce sujet. Et également viendra une notion importante, c'est le cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales qui sera rédigé et qui donnera effectivement les prescriptions et les conseils aux futurs acquéreurs de la ZAC pour pouvoir construire comme il le faut et par rapport aux préconisations souhaitées. Donc là, effectivement, on aura
l'atelier Le Garzik qui accompagnera Atelier LD pour la rédaction de ce cahier des prescriptions architecturales. Justine, je te laisse représenter du coup le label Habitat et qualité de vie. Voilà, un petit mot pour vous indiquer une particularité de cette opération. Vous l'avez compris, la commune de Melesse a des ambitions très fortes pour la qualité du projet, que ce soit au niveau de la prise en compte de l'environnement comme de la qualité de vie pour les futurs habitants. Et pour pouvoir asseoir et concrétiser cette ambition, l'aménageur Crédit Mutuel Aménagement Foncier a proposé qu'in fine l'opération puisse être labellisée dans le cadre de cette démarche habitat et qualité de vie. Donc, ça consiste concrètement à intégrer un guide de conception qui porte sur plus de 15 critères qui sont répartis dans les différents items que vous voyez affichés à l'écran. C'est un guide évidemment de lecture qui ne donne pas des solutions toutes faites. Il faut adapter les propositions au contexte communal, au site qui est très particulier ici sur le secteur du Feuil et aux besoins des habitants. Et in fine, l'objectif ce sera de soumettre ce projet à la labellisation qui est porté par un organisme certificateur indépendant qui n'aura pas travaillé sur le projet, qui établira une notation au regard des 1000 points de ce référentiel, et si l'opération obtient plus de 600 points, la commune et l'aménageur obtiendront le label pour cette opération. Donc très concrètement, comment ça fonctionne? On commence par formaliser les objectifs qualité au regard justement de cette trame d'ambition. Un certain nombre vous ont déjà été exposés, puisqu'on s'inscrit de toute façon en droite ligne de ce qui a été travaillé par la commune dans le cadre du dossier de création, dans le cadre du PLUI, au niveau de la mixité du programme de logement, au niveau de l'adaptation d'un certain nombre de logements au budget de primo-accédants, le fait de proposer aussi un certain nombre de logements en location de façon à diversifier l'offre et accueillir ainsi une population intergénérationnelle. Le fait de bien prendre en compte toutes les sensibilités des milieux naturels, comme on commençait à vous l'expliciter l'atelier LD et Yaosen, et de les intégrer comme composantes fortes de l'opération. Et puis des éléments qui vont s'ajouter sur les dispositions qui vont être prises pour faire en sorte qu'on limite au maximum les consommations d'énergie, qu'on incite au maximum à l'emploi des énergies renouvelables, qu'on travaille à la mutualisation d'un certain nombre de services, par exemple, comme c'est le cas d'ores et déjà à Melesse, la collecte des déchets, le développement du compostage, un travail très fin sur le pluvial qui va vous être exposé et très, très particulier, très innovant. Un soin qui sera apporté, comme le disait précédemment Monsieur Maury, à la qualité architecturale et paysagère du site. Ça va se traduire, vous allez le voir dans le plan d'aménagement, mais ça se traduira aussi au niveau des constructions. Chaque habitant sera acteur aussi de la qualité de son quartier. Il y aura un accompagnement pour cela par l'architecte conseil de la ZAC qui vient de nous rejoindre et qui a salué tout le monde sur le chat. Donc on le salue, Olivier. Et puis un des thèmes qui est très important aussi pour la commune, sur lesquels elle insiste beaucoup, c'est que ce quartier il soit vivant, il soit animé, qu'il apporte un certain nombre de services, de lieux de détente, de lieux de jeu, de lieux propices à la rencontre, qui est une vraie place pour les enfants faite dans le quartier. Et là-dessus, ce sont des questions qui nous intéressent de travailler particulièrement avec vous, habitants et potentiels futurs habitants, pour bien déterminer les services à apporter, ce qui rejoint le tout premier item de la gouvernance du projet, mener un projet, concevoir ensemble un projet de façon à ce qu'il réponde au maximum aux besoins de tous ses usagers, les riverains, les habitants futurs, les habitants de Melesse qui viendront s'y promener. Et c'est pour cela qu'on organise ces ateliers participatifs. Donc voilà le cadre. Maintenant, il s'agit de lui donner forme, et pour cela, je repasse la parole à l'atelier LD. Anne, c'est à toi.
Donc, bonjour à tous. J'avais pas encore pris la parole. Donc voilà, là, on va commencer à rentrer aussi dans une phase de la présentation où vous allez pouvoir mettre une image sur ce qu'on vous a présenté un petit peu depuis le début et rentrer dans cette configuration de quartier et de plan masse. Donc, vous avez le plan d'ensemble du quartier. Je pense que d'après le premier élément de plan qui vous a été présenté tout à l'heure, vous devez pouvoir vous repérer à peu près en retrouvant ce dessin de voie principale qu'on avait sur le premier schéma qu'on vous a présenté tout à l'heure. On retrouve également en éléments structurants le chemin rural qui existe déjà, que vous avez peut-être l'habitude d'emprunter. Et donc, c'est autour de ces éléments forts du plan et du projet qu'on est venu construire ce plan masse. Avec, vous le voyez, et on va y revenir, tout ce grand espace non urbanisé où vous ne voyez pas de parcelles. Et là, ça constitue la zone humide qui est totalement dépourvue de construction et qui est 100% préservée en milieu naturel, qui pourrait être traversée par des cheminements doux, mais qui ne sera pas construite et qui explique la conception de ce plan qui est en différentes parties séparées par un grand parc central. On va maintenant dérouler un petit peu plusieurs thématiques de ce plan pour comprendre tous ensemble comment est-ce qu'il a été conçu et de quoi il est composé. Donc, on va commencer par voir la hiérarchie des voiries. Donc, vous retrouvez notre voie principale qui est donc la voie qui est en rouge sur votre écran, qui vient mailler donc le site d'est en ouest et qui permet de connecter le site aux voies structurantes de la commune. À cela, on ajoute les voies qui sont en orange, les voies secondaires. Vous en avez donc 3 sur l'opération. Voilà, vous voyez la petite souris qui vous les montre en même temps. Et donc, ces voies vous permettent d'être connectés entre la voie principale et les voies structurantes de la commune. Et ensuite, viennent à s'ajouter à cela et à ce maillage viaire encore 2 couches. Il y a les voies de desserte, qui sont les petites voies jaunes, qui seront parfois en bouclage sur la voie principale ou sur la voie secondaire, et parfois sous la forme de petites impasses qui seront travaillées de façon différente les unes des autres, de façon à travailler le paysage de façon non uniforme et de venir travailler des ambiances par secteur qui vont être un petit peu différentes. Voilà. Et enfin, dernière couche est très importante, c'est le maillage de cheminement doux. Alors, tous les petits cheminements doux ne figurent pas forcément sur ce schéma-là, mais vous avez la grosse voie structurante qui est le chemin rural que l'on conserve parce qu'il est très qualitatif et l'idée, c'est vraiment de le préserver au maximum. Et ensuite, vous avez plusieurs éléments structurants qui vont accompagner les parcs et qui vont avoir comme objectif d'être les plus directs possibles d'un point de vue de l'itinéraire, de façon à ce que les piétons ou lorsque vous vous déplacez en vélo, vous puissiez le plus facilement possible atteindre d'un point A à un point B et ne pas avoir à emprunter des chemins escarpés. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ça aille le plus directement possible à votre destination et c'est ce qu'on priorise entre la voiture et le vélo. S'il y en a un qui doit tourner pour aller tout droit, enfin pour aller vers une direction, par exemple vers le centre-ville, on priorise les cheminements doux pour que ce soit les plus agréables possibles pour vous. À noter aussi, dernier élément sur cette page, c'est que l'ensemble du quartier sera traité en zone 30, comme l'ensemble de la ville de Mélès. Maintenant, on va aborder la question de la programmation, qui est certainement un thème qui est particulièrement intéressant pour vous, donc à savoir combien de logements on va faire sur ce site. Donc, au total, sur ce site, nous aurons 477 logements environ. Voilà, ça peut encore être amené à changer légèrement, mais globalement, vous avez à peu près le nombre global. Vous avez la répartition sous les yeux. L'idée, en fait, de cette programmation, c'est d'en faire un quartier où il y ait une mixité de types d'habitation. Donc, on va avoir des logements collectifs que vous retrouvez en rouge sur le plan, des logements intermédiaires. Donc, les logements intermédiaires, c'est des petits collectifs, globalement.
qui sont en orange donc. Ensuite, vous avez des maisons groupées, des petites maisons de ville qui sont accolées les unes aux autres, que vous retrouvez en jaune. Et enfin, vous avez des logements individuels qu'on a regroupés pour simplifier un petit peu la lecture entre deux catégories de taille. Vous avez globalement des parcelles qui font entre 200 et 250 mètres carrés qui sont dans un vert un peu plus soutenu et des parcelles qui vont être de taille allant de 300 à 500 mètres carrés et même quelques-unes un petit peu plus que 500 mètres carrés globalement, qui vont être positionnées plutôt aux abords des constructions existantes qui sont majoritairement des maisons individuelles. Donc, il y a une stratégie de positionnement de ces constructions de façon à ce qu'on diminue la densité à proximité des habitations existantes qui sont sous forme de maisons et qu'on densifie plutôt le quartier autour de la voie principale et autour des deux accès qui sont rue de Montreuil, qui ont un objectif à être davantage urbain que le reste de l'opération. Et également, on a aussi favorisé le positionnement de la densité et donc des collectifs et des intermédiaires à proximité des parcs, de façon à faire en sorte que la qualité de vie des futurs habitants qui, certes, n'auront pas de jardin privatif, puissent avoir des vues dégagées, peu de vis-à-vis et un espace très dégagé autour des parcs qui va faire en sorte qu'il fera, je pense, plutôt bon se vivre dans ces appartements. Voilà. Globalement, vous avez aussi en bas à gauche de votre écran la répartition du nombre de logements par phase, puisque, comme on l'a précisé tout à l'heure, le quartier, évidemment qu'on ne va pas tout construire tout de suite, ça va se faire par étapes. Typiquement, voilà, vous avez le phasage sous les yeux, donc il y aura 4 phases. La première phase qui va être connectée à la rue de Montreuil, et ensuite, on déroulera les travaux et les constructions au fur et à mesure sur une dizaine d'années, jusqu'à la phase 4 avec le nombre de logements. Et donc, les 2 premières phases vont être les plus importantes en termes de nombre de logements, notamment aussi parce que après, sur la phase 4, il y a une grosse partie qui est composée de zones humides. Donc, je vais reprendre la main avec la présentation de la trame paysagère. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment une trame bocagère existante qui est magnifique et qu'on va conserver au maximum. Donc, c'est vraiment sur cette base-là qu'on a dessiné le quartier. Cette trame-là va être agrémentée d'une nouvelle trame qui va venir longer toutes les voiries que l'on va venir créer, donc par des alignements d'arbres et des aménagements de bosquets le long des voiries. On va également mettre en valeur le sentier le sentier rural existant qui traverse le site du nord au sud pour vraiment le mettre en valeur et qu'il profite à tous. À l'intérieur de ce quartier, on est également venu travailler des parcs. Donc, on va d'abord travailler le sentier des ondes qu'on va retrouver exactement là où vous voyez la petite souris qui bouge. Donc, un parc qui va être lié à la gestion des eaux pluviales qu'on va vous présenter juste après. Et on a également tout un travail de placettes au cœur du quartier. On viendra également vous présenter quelques zooms juste après qui viendra créer un mail paysager sur tout le quartier et qui viendra faire des petites placettes des lieux de vie pour tout le monde. Donc, je vais laisser la main pour le pluvial. Merci. Donc, une part importante des espaces verts que vous a décrit Marion sera dédiée à la gestion des eaux pluviales. Alors, on parle ici d'une gestion alternative, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un réseau enterré de canalisation comme ça se faisait traditionnellement avant dans les villes, les eaux de pluie vont être collectées par des espaces verts creux. Donc, c'est-à-dire que on sera sur une gestion à ciel ouvert. Donc, pendant une pluie et pendant un court moment après la pluie, l'eau sera visible dans l'espace public. Pour collecter au mieux les ruissellements des voiries et des chemins, ils seront longés par des noues. Donc, c'est ce que vous voyez sur la première image, celle du haut. Donc, une noue, on pourrait la décrire comme une sorte de fossé
peu profond et assez large, avec des berges en pente douce, végétalisées. Toutes ces noues vont former un réseau que vous voyez sur le schéma représenté par des flèches bleu clair. Et elles vont emmener les eaux vers des bassins de rétention paysagers que vous pouvez également voir sur le schéma, voilà exactement là où il y a des aplats de couleur bleue. Alors, le terme de bassin, il ne doit pas vous faire peur, ce n'est pas du tout les bassins paysagers, bâchés et très profonds qu'on peut voir de part et d'autre de l'autoroute. Là, on sera vraiment sur des espaces verts avant tout, qui seront travaillés en creux, mais légèrement, avec des berges en pente douce. Vous en voyez une illustration sur la deuxième photo, celle du bas. Tous ces espaces seront dimensionnés selon la réglementation en vigueur, donc ils protégeront le quartier jusqu'à une pluie d'occurrence décennale. Entre deux pluies, ils retrouveront leur fonction d'espace vert et les habitants du quartier et les promeneurs pourront en profiter, les traverser, pourquoi pas y pique-niquer. Alors justement, maintenant, on va essayer de voir, maintenant qu'on a vu à peu près globalement comment allait fonctionner le quartier dans son ensemble, on va vous emmener avec nous dans le quartier et on va venir s'y promener selon le parcours que vous avez sous les yeux. Et on va faire différentes étapes où on va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on souhaite organiser un petit peu plusieurs petits zooms du quartier. Et voilà, donc on vous emmène avec nous sur la voie principale pour commencer. Donc, pour la voirie principale, on vous présente la coupe sur laquelle on va se retrouver pour démarrer ce petit parcours. Donc, la voirie aura un profil de 17,20 m avec une chaussée qui fera 5,50 m, donc qui permettra de rencontrer voitures et camions sans souci, ou même de camions ou des bus. Cette voirie, du coup, sera également composée d'une bande de stationnement d'un côté de la chaussée. Cette bande de stationnement sera également complétée par des bandes plantées pour ne pas avoir un linéaire strict de stationnement, mais vraiment de créer un paysage à travers ces places de parking. Et on retrouvera également un trottoir et une piste mixte qui permettra de rencontrer vélos et piétons. Cette piste mixte sera d'ailleurs fondue dans une grande noue sinueuse à travers la voirie principale. Deuxième étape de notre petit parcours, en avançant sur la voirie principale, on va rencontrer des petites passerelles qui nous permettra de traverser la noue. Donc, on imagine des petites passerelles vraiment toutes simples pour les piétons en bois ou un caillebotis qui viendra vraiment faire quelque chose de ludique, de découvrir également la nature et vraiment de traverser ce milieu naturel de façon atypique. En continuant toujours sur la voirie principale, on va rencontrer un premier croisement, une première petite place de quartier qui va vraiment venir couper cette voirie principale. Le but, c'est vraiment ici de faire sentir que le véhicule n'est pas prioritaire dans le quartier, mais vraiment que le piéton a toute sa place et que c'est au véhicule de faire attention et de laisser la priorité aux piétons. Donc, il y aura vraiment un jeu de matière, un jeu de matériaux qui va vraiment venir faire diminuer la vitesse et laisser la place aux piétons avec tout un maillage d'espace vert pour vraiment créer un esprit de quartier et de bien-être dans ce croisement. Donc, on vous a mis des petites images références où le but, c'est vraiment de pourquoi pas venir aménager, venir planter un arbre hyper majestueux pour vraiment marquer cette place et lui donner tout son caractère. Donc, on continue le parcours et donc, juste après le croisement qu'on vient juste de voir, on tourne sur la droite et on arrive sur le mail. Le mail, en fait, il est dans la parallèle de la voie principale. Vous avez la voie principale qui est juste au nord par rapport à le petit extrait de plan que vous avez sous les yeux. Donc, du coup, ce mail va nous permettre, en fait, il est dans la même continuité de ligne que l'accès
à la voie secondaire qui relie directement la rue de Montreuil. Donc, il va faire partie de ces itinéraires dont je parlais tout à l'heure, où l'itinéraire piéton, la voiture doit tourner quand elle arrive dans le quartier, mais le piéton et le vélo, eux, ils peuvent continuer tout droit pour que ce soit le plus direct possible. Donc, ce mail, il va être aménagé un petit peu de la façon dont vous avez les 2 images de référence en dessous, à savoir qu'il va y avoir un double alignement avec une strate basse également, qui vont permettre à la fois d'amener un côté très végétal et voilà, très végétal qui est déjà sur le site finalement, mais qui est peu présent sur ce mail et qu'on va venir renforcer, et en même temps qui permettra aussi de mettre à distance le cheminement par rapport au rez-de-chaussée des immeubles, puisqu'on sait tous que ce n'est pas forcément toujours agréable de vivre en rez-de-chaussée lorsqu'on est juste accolé à un cheminement piéton ou cycle. Et ce mail, du coup, il va aussi être ponctué de différentes séquences qu'on va voir tout de suite sur la page suivante. Donc, d'abord, on va rencontrer un premier bassin. Donc, qui est en lien avec ce que Camille vous expliquait tout de suite, à savoir qu'il va nous permettre de gérer nos eaux pluviales, mais c'est des vrais atouts paysagers et non pas des éléments techniques. Donc, ce bassin, on l'imagine commencer au nord, donc le long de la voie principale, à niveau de la voie principale et aller doucement en creux. C'est la petite coupe que vous voyez juste en dessous. Donc, la piste béton, c'est en fait le trottoir de la voie principale. Et ensuite, vous avez la pente du terrain, qui va en pente douce se creuser. Une partie pourrait être en eau permanente, de façon à aussi habiller un petit peu ce bassin et le différencier d'autres espaces de gestion d'eau pluviale qui seront la grosse majorité de l'année secs. Celui-ci, on l'imagine plutôt en eau permanente sur une petite partie pour aménager et différencier son paysage, tout simplement. C'est un but purement esthétique. Et surplombe une petite passerelle, en fait, c'est la continuité de notre maille qu'on imagine ici en platelage bois pour différencier un petit peu cet espace-là et le travailler un peu différemment. Voilà. Donc, on continue maintenant sur notre maille et en fait, le maille, il arrive sur la place principale du quartier. Alors, la place principale du quartier, ce que vous voyez là, ce sont des propositions. Nous, on a commencé à réfléchir à nos premières idées, mais l'idée, c'est aussi, comme Justine le précisait tout à l'heure, c'est de construire aussi le quartier avec vous qui serez peut-être les futurs riverains ou les futurs habitants de ce quartier. L'idée, ça va être de venir affiner le dessin aussi de ces espaces publics avec vous, parce que globalement, cette place, outre son aménagement paysager qui peut prendre tout un tas de formes, l'idée, ça va être aussi de se demander qu'est-ce qu'on veut comme usage autour de cette place. Est-ce qu'on veut que ce soit une place qui est plutôt à dominante minérale ou au contraire, est-ce qu'on veut qu'elle soit très paysagère, très plantée? Qu'est-ce qu'on va mettre autour de cette place? Est-ce que dans le quartier, on aura des besoins, je vous dis des choses comme ça, d'un espace par exemple de coworking? Est-ce qu'il n'aurait pas sa place ici? Auquel cas, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un petit espace extérieur qui pourrait trouver sa place sur la place? Ou au contraire, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il serait intéressant de prévoir un endroit où positionner un food truck, par exemple, qui viendrait tous les vendredis dans le quartier? Et dans ce cas-là, pourquoi pas le positionner sur la place? Et donc, forcément, ces différents usages, ils vont avoir une répercussion sur l'aménagement qu'on va faire de cette place. Parce que vous imaginez bien que si, par exemple, lors des étapes de la concertation, vous nous dites que vous avez plutôt envie qu'il y ait un espace pour un food truck dans le quartier, eh bien, on va devoir laisser de la place pour permettre cette programmation. Donc, en fait, les usages de cette place vont être à définir. La seule chose qui, pour l'instant, est très importante dans la constitution du quartier, c'est le fait que cette place soit aussi support de gestion de l'eau pluviale. Comme on vous l'a dit, la gestion de l'eau qui se fait en surface, vous la retrouvez à tout un tas d'endroits dans le quartier. C'est vraiment un fil rouge, un fil conducteur. Vous allez voir le chemin de la goutte d'eau un petit peu partout dans les espaces publics. Et donc, la place centrale n'y échappe pas. Et donc, on doit retrouver un espace de gestion de l'eau pluviale. Mais après, il peut prendre différentes formes. Il peut prendre, première forme, l'extrait que vous avez à gauche, où le bassin d'eau pluviale est sur la partie nord, et on a une partie sud
qui est très végétalisé, beaucoup plus arboré, beaucoup plus naturel pour faire la transition avec la zone humide juste en dessous. Ou alors, ça peut être comme sur le petit extrait que vous avez à droite, avec un bassin qui est beaucoup plus sur la longueur et qui permet de dégager un petit peu plus d'espace minéral au nord. Voilà, et ça peut être aussi une version 3, mais tout ça sera aussi vu avec vous lors des différents ateliers et avec vos retours aussi. N'hésitez pas, si vous avez déjà des questions d'ailleurs, ou des petites idées, à les mettre dans la boîte à questions. Comme ça nous permettra d'avoir déjà vos ressentis à chaud. On continue toujours notre parcours. Donc maintenant, depuis la place principale, on descend vers le sud. Et en fait, sur le sud, vous avez la zone humide. Cette zone humide, on imagine que ce serait dommage d'en faire un endroit sanctuarisé qui ne serait pas du tout visible et auquel le quartier tournerait le dos. Donc l'idée, c'est quand même de faire en sorte que tout en préservant cette zone humide, parce qu'il n'est évidemment pas question de venir la piétiner tous les jours ni quoi que ce soit, mais de créer un petit observatoire de la zone humide qui serait dans le prolongement de la voie principale, qui serait en platelage bois sur pilotis, de façon à ne pas avoir d'impact direct sur la zone humide et qui permet juste d'observer la nature et d'avoir aussi un petit point d'arrêt sur les itinéraires de promenade. On pourra aussi y positionner des petits points d'information et des petits points un petit peu ludiques qui vous permettront aussi de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une zone humide et de pouvoir la réexpliquer parce que voilà, on vous l'a expliqué tout à l'heure très bien et très clairement, mais je pense que si dans 2 ans, lorsque les travaux seront finis, vous aurez peut-être un peu oublié quelques éléments. Et donc voilà, on aura quelques petits éléments comme ça qui permettront aussi de faire de la pédagogie de pourquoi est-ce qu'on garde cet espace naturel non aménagé et que voilà, que ce soit le fil rouge. De la même façon, on continue toujours notre parcours et donc vous voyez qu'on a un chemin qui longe la zone humide. Alors, l'ensemble du chemin qui serpente que vous voyez juste en dessous sera très certainement aménagé de façon très, je ne sais pas exactement quel est le bon terme, mais très brute, entre guillemets, dans le sens où l'idée, vous l'avez bien compris, donc c'est d'avoir le moins d'impact possible. Donc, on imagine pour l'instant, alors c'est pas encore tout à fait défini, mais peut-être d'avoir simplement un chemin en terre-pierre ou en gazonné qui permet de faire un itinéraire de promenade et de balade, mais peu aménagé de façon à vraiment limiter l'impact. Mais lorsque on se retrouve le long de la voie principale, donc là, j'espère que vous voyez bien, mais on est sur la section où la voie principale traverse la zone humide. Donc, à cet endroit-là, la coupe de voirie va différer du reste de la coupe sur tout le reste du linéaire, de façon à limiter son impact. Donc, on ne va plus retrouver que la chaussée avec un cheminement piéton, qui est en fait la continuité de la piste mixte qu'on vous a présentée tout à l'heure. Et sur cette section, on va aussi retrouver l'idée d'un cheminement en platelage sur pilotis de façon à ne pas impacter la zone humide et en même temps d'en faire un objet paysager très intéressant. Vous le voyez sur les photos juste ici. Alors, juste au sud, donc on va continuer le parcours. On a un cours d'eau, tout à l'heure on l'a défini, un cours d'eau qui se situe juste au sud de la zone humide, à proximité immédiate du bassin que vous connaissez peut-être à l'est. Donc c'est un tout petit cours d'eau, on parle d'un rue, un cours d'eau qui est alimenté essentiellement par du ruissellement pluvial et aujourd'hui qui est canalisé. Alors si vous connaissez un petit peu le quartier, on le voit à ciel ouvert sur une partie seulement aujourd'hui du site, et pour le reste du site, il est complètement canalisé et il ressort ensuite dans le bassin de gestion des eaux pluviales, exactement, voilà, qui se situe un petit peu plus à l'est. Alors, pour accompagner tout le travail de renaturation et de préservation de la zone humide, il est apparu assez pertinent et aussi en lien avec le travail avec les services de la police de l'eau, de venir renaturer ce cours d'eau, de le faire ressortir de son busage et de venir le reméandrer pour vraiment créer un milieu naturel cohérent avec le cours d'eau, la zone humide et avoir tout un ensemble paysager qui viendra en faveur de la biodiversité.
Alors, ce que vous voyez là, tant dans le tracé que les images de référence, ce ne sont que des propositions, on n'est qu'en début de réflexion, puisque c'est un travail qui ne se fait pas seul. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du travail avec le syndicat de bassin versant, mais il y a également l'Office français de la biodiversité qui doit donner aussi son mot, son avis sur ce projet. On ne construit pas un projet de renaturation d'un cours d'eau tout seul. Donc, on doit associer les services de l'État dans le cadre de différentes procédures. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps et qu'aujourd'hui, le tracé tel que vous le voyez là n'est qu'une proposition. En tout cas, on veut vraiment travailler sur quelque chose de cohérent pour venir créer un milieu à la fois naturel et paysager pour participer vraiment à un cadre de vie très agréable dans le futur secteur. Donc là, on poursuit notre petit chemin. Donc, après la zone humide, on va remonter sur la voirie principale et on arrive au croisement avec le sentier rural existant. Donc, comme je l'ai dit précédemment sur l'autre placette, on vient vraiment faire un travail de la priorité aux piétons et la voiture en second plan. Donc, on va également venir travailler le carrefour avec un travail de matériaux différents pour vraiment sentir qu'on est dans une autre ambiance, un autre secteur. Et on va vraiment privilégier cette traversée nord-sud sur ce carrefour. Donc là, on repart de la voirie principale pour remonter sur une voirie secondaire et on va se retrouver dans le sentier de l'Onde, où on est venu créer un cheminement très sinueux, comme vous pouvez le voir sur le plan masse et des petites images références qu'on vous a mis également sur le côté. Le but, c'est qu'à cet endroit-là, on a une trame bocagère qui est qui est assez faible. On a vraiment un espace de prairie vierge. Et donc, pour venir l'agrémenter, on est venu créer ce petit chemin sinueux où on aura des surlargeurs pour venir créer pour venir positionner du mobilier, des bancs pour vraiment profiter de cet espace. Et cette trame verte sera également affiliée à la trame bleue avec la création d'un bassin paysager. Donc ensuite, là, on se retrouve sur une petite impasse. Donc là, on a vraiment pris cet exemple-là, mais il y en aura plusieurs dans le quartier. On voulait vraiment montrer un exemple type d'une impasse avec la végétation existante, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on va conserver et qu'on va mettre en valeur. Le but, c'est vraiment d'y toucher le moins possible. Donc, pour ne pas dénaturer le site, les impasses sont vraiment créées au minimum, avec le minimum de voiries et d'axes circulés, et avec, pourquoi pas, la création de bandes de roulement pour accéder au lot, vraiment toujours pour minimiser les espaces imperméables sur ces petites impasses. Donc, on vous a mis également des images références pour se rendre compte un peu de l'ambiance qu'on voudrait donner. Donc, vraiment avec un travail de matériaux spécifiques et la mise en valeur de la trame bocagère existante. Donc, si on poursuit sur la trame, la coupe de la voirie secondaire, donc là, on est sur un profil de 12 mètres, donc toujours avec une voirie de 5 mètres qui permet de la circulation de 2 voitures. On a également un trottoir qui permet la circulation des piétons, une bande de stationnement mêlée à des bandes de paysage pour vraiment marquer l'esprit fort de la trame verte. Et toujours cette petite noue qui vient accompagner toutes les voiries pour la gestion des eaux pluviales. Et sur ce profil, on vient également créer un passe-pied pour desservir les lots de l'autre côté de la voirie. Donc, dernier profil qu'on va retrouver sur le quartier, c'est les voiries partagées. Donc là, vraiment, on est venu créer donc, sur certaines portions des voiries irrégulières, comme vous pouvez voir sur le petit schéma, où on n'a pas un linéaire vraiment droit pour circuler, mais on a des petites cassures qui permettent d'imbriquer des épaisseurs plus ou moins larges d'espaces verts et de nous, qui permet que dans une perspective, on ne voit pas forcément la voirie, mais on voit le paysage se dessiner dans la rue, donc avec un profil de voie à 8 mètres de façade à façade.
Ensuite, alors là, c'est un travail qu'on va également faire ensemble pour les ateliers où on veut, sur le quartier, mettre des espaces récréatifs. Donc là, on va commencer à voir avec vous ce qu'il est possible de faire sur le quartier, mais on voudrait vraiment créer plusieurs zones. Donc là, on a mis des images références, par exemple, mettre des aires de jeu pour les enfants, mais de tout âge, venir mettre des aires de pique-nique pour que tout le monde puisse profiter en famille le samedi ou le dimanche des parcs que l'on va créer, mettre en place des aires de ping-pong, de baby-foot au sein du quartier, des aires de pétanque, pourquoi pas, et également des petites balançoires assez atypiques pour vraiment que tout le monde puisse profiter, s'approprier le lieu et profiter de ce nouveau parc et de ce nouveau quartier au sein de Mélès. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire avec vous pendant les ateliers. Là, on a mis des idées, mais le but, c'est vraiment de travailler ensemble pour savoir où est-ce qu'on va les positionner et pour que vraiment ça corresponde à tout le monde et que tout le monde s'approprie le nouveau quartier. Donc voilà, je vais passer la main pour les prochaines étapes de l'opération. Merci à vous. Donc, avant de passer aux questions qui commencent à être nombreuses, vous dire là où on en est, puisque vous voyez, ce qui vous est partagé à ce jour, c'est un certain nombre de propositions, de réflexions qui sont assises sur des considérations techniques structurantes, mais un travail important reste à faire pour pouvoir finaliser le projet dans son ensemble et puis ensuite secteur par secteur. Donc, comme le disait Frédéric Garot en préambule, l'objectif d'ici à l'été, c'est de pouvoir finaliser la conception d'ensemble du quartier de façon à pouvoir déposer ce fameux dossier d'autorisation environnementale unique auprès des services de l'État. Mais en parallèle de cette instruction sur le volet de la gestion de l'eau essentiellement, tout le travail de définition des espaces publics continuera entre juillet et la fin de l'année. Et donc, pour pouvoir compléter, finaliser ce programme des équipements publics et travailler également sur les prescriptions à la construction, on engage cette concertation avec toute personne intéressée à travers différents moyens que sont pour ceux qui ont pu le voir, déjà des sondages qui sont mis à votre disposition sur le site internet de la commune. Un premier sur la question des mobilités, des déplacements. Comment est-ce qu'on peut envisager d'accompagner les évolutions de mode de déplacement dans ce futur quartier? Comme on a tous vécu récemment les conséquences de la crise financière, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment faciliter la vie des actifs si on était amené à télétravailler plus. Est-ce que ce quartier est l'occasion d'apporter des réponses particulières sur ce thème-là? Et puis, on a également un deuxième sondage sur justement l'usage des espaces publics, parce que effectivement, ils sont conçus dans l'ambition de pouvoir être utiles au maximum aux habitants. Je répète, habitants du quartier, mais habitants de Mélès au-delà des propriétaires et locataires résidents. Donc, ces deux sondages sont à votre disposition jusqu'à mi-juin. Puisque derrière, ils vont nous servir à approfondir ces thématiques. Le premier avec ces deux ateliers, donc un atelier à destination des habitants de Mélès pour réfléchir à l'aménagement des espaces publics dans le quartier, et un autre atelier qui traitera spécifiquement de projets particuliers de personnes qui pourraient avoir le souhait de créer un îlot d'habitat participatif ou qui souhaiteraient également s'engager dans une démarche d'éco-construction. Ça nous intéresse de pouvoir bien comprendre les besoins, les attentes, là encore pour pouvoir adapter quelques secteurs de l'opération à ce type d'offres qui se développe beaucoup en ce moment. Il y aura également un travail sur la question des mobilités suite au sondage auquel vous allez répondre, d'approfondissement des services avec cette fois-ci plutôt des experts et puis des parties des forces vives de la commune qui pourront être mobilisées dans le cadre de cette concertation.
Donc voilà, un temps d'échange assez intense d'ici l'été pour pouvoir finaliser ce projet à travers ces 2 pièces que sont le programme des équipements publics et le cahier des prescriptions à la construction. J'ai déjà vu passer des questions sur les délais de mise en vente des terrains. Je pense que Frédéric Garot pourra préciser la réponse là-dessus, mais vous voyez d'ores et déjà que sur ce premier planning, on n'espère pas d'autorisation délivrée par la préfecture pour lancer les travaux avant l'an prochain. Donc il y aura là encore un petit peu de temps avant de pouvoir réserver un terrain. Donc j'en termine là-dessus. Avant de repasser la parole à Monsieur le maire pour la conclusion et puis ensuite d'engager la phase de questions. Si vous voulez répondre au sondage, ils sont directement accessibles sur le site internet de la commune. Si vous voulez vous inscrire aux ateliers, même chose, vous pouvez vous inscrire soit via le formulaire, soit en remplissant la fin du sondage usage des espaces publics. Et le support qu'on est en train de vous projeter sera mis à disposition sur le site internet communal dans les jours à venir. Voilà. Monsieur le maire, je vous repasse la parole. Oui, merci. Bon, tout d'abord, je souhaite remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants qui ont assuré cette présentation synthétique et, me semble-t-il, claire du projet qui est en cours de travail. Je tiens également à remercier les 40 participants, voire plus s'il y a plus d'une personne au bout de chaque connexion, à cette réunion d'information publique par webinaire. Je souhaite rappeler la volonté de la municipalité, les volontés de la municipalité qui ont bien été reprises par l'aménageur dans sa présentation, la volonté des élus de faire en sorte que ce nouveau quartier soit effectivement un nouveau quartier de la ville, connecté à la ville par la tramviaire, les voiries, avec un maximum de voies douces, le cheminement piéton, le cheminement vélo, et que ce quartier devienne un quartier à vivre ensemble, avec des aménagements à vivre ensemble, à vivre avec la conservation maximale de la trame bocagère. Ça a été bien expliqué, avec des compléments d'aménagement tels qu'ils ont été présentés sous forme d'esquisse lors de la présentation, lors de la présentation, qui viendront compléter la trame naturelle et enrichir la trame naturelle. Des espaces à vivre pour tout le monde, avec des espaces de rencontre, des espaces de jeu, d'exploiter au maximum les zones identifiées en zone humide, tout en respectant la qualité du cycle de l'eau, la remise en naturation, en espace nature du ruisseau, du Rue, qui aujourd'hui sur une partie est busé, et que tous les Moléchiens qui fréquentent ce secteur connaissent bien, de faire en sorte que, tel que avec cela a également été présenté, que les eaux pluviales puissent être gérées directement en surface, pour venir agrémenter par cette gestion des eaux pluviales la qualité paysagère du quartier, et au-delà de la qualité paysagère, venir agrémenter la qualité de pouvoir y vivre dans ce quartier. Donc la présentation qui a été faite reprend bien ces différents éléments. Nous avons également reçu favorablement la proposition de l'aménageur pour le label qualité de, je vais le reprendre du coup, pour l'oublier, pour le formuler correctement, qualité de vie dans ce secteur, et qui fera en sorte, habitat et qualité de vie, pour être complet, et qui fera en sorte que nous puissions avoir cette garantie de créer un quartier vraiment à vivre ensemble, connecté à la ville.
Voilà. Donc, vous remercions tous de votre participation. Bien, je vous propose maintenant de prendre le temps de regarder les questions qui ont été posées. Je vais repartir des premières questions et puis voilà, le plan masse est toujours un peu long à s'afficher, il est très lourd. Donc repartir des premières questions posées. Je pense qu'un certain nombre de réponses ont été données, mais autant profiter de la présence des membres de l'équipe. Frédéric, peut-être cette question qui s'adresse à toi sur la question de la programmation. Quel est l'impact des zones humides sur la réduction ou non du nombre de logements? Et est-ce que le nombre de logements qui est fixé aujourd'hui, qui est présenté aujourd'hui, est définitif ou est-ce qu'il peut évoluer? Alors effectivement, par rapport à la phase concours où nous avions un objectif de 500 logements, le fait qu'on ait découvert ces 1,4 hectare supplémentaires de zones humides, où nous avions prévu un peu plus de 40 lots de terrain à bâtir, nous a fait forcément revoir la programmation. Simplement, pour nous, il était essentiel et important effectivement de rattraper une partie de cette perte. C'est pour ça que vous avez pu voir tout à l'heure les 477 logements annoncés, donc qui a entre guillemets un moindre mal forcément par rapport à la perte que nous avons pu connaître. Là aujourd'hui, on vous parle effectivement de 477 logements. On sait très bien, hein, c'est une ZAC qui va durer une dizaine d'années. La programmation peut évoluer. On ne va pas chambouler, hein, on ne va pas avoir 100 logements de plus dans 10 ans, ce n'est pas du tout le sujet. Mais effectivement, on pourra peut-être atteindre à terme les 500 logements qui étaient prévus. Juste, si je peux me permettre, en complément, suite à cette zone humide complémentaire, le travail que nous engageons avec l'aménageur, c'est aussi de préserver l'esprit de cette ZAC et la volonté, vous l'avez bien compris, d'avoir un environnement paysager préservé, amendé, enrichi pour bien vivre ensemble. Alors, autre question qui porte plutôt sur la question des circulations, enfin du plan de voirie. Deux questions, une sur le nombre, la répartition des parkings et donc comment va se gérer le stationnement sur l'opération. La question précise étant, y aura-t-il plus de places de stationnement que dans le quartier des Fontenelles? Et l'autre question qui porte également sur le plan de voirie, c'est quel est l'aménagement prévu d'intersection entre la voie principale et la route départementale, hein, si je ne me trompe pas dans l'interprétation de ce qui est écrit. Ouais, alors du coup, pour les places de stationnement, nous, comme on l'a présenté au niveau des profils, on est venu vraiment créer des stationnements longitudinaux le long de toutes les voiries, là où c'était possible, en alternance avec les bandes plantées. Et on a également des petites poches de stationnement qui seront mises en place. Et sur tout le périmètre, on a 160 places de stationnement qui sont créées. Donc, je ne sais pas ce qui a été fait sur les Fontenelles. 160 places de stationnement publiques que vous avez citées là. Oui. C'est ça, voilà. Ça. Et sachant que chaque parcelle aura son stationnement privé sur chaque terrain à bâtir. Pour la partie de la question concernant la connexion avec la départementale, je pense qu'il s'agit de la connexion avec la route départementale 82, qui est sur l'ouest de cet aménagement, de la ZAC du Feuil. Donc aujourd'hui, le département d'Ille-et-Vilaine a retenu la création d'un giratoire au carrefour au droit du garage Citroën. Entre le garage Citroën que tous les Méléciens visualisent bien et l'entrée de la zone d'activité des Olivettes de l'autre côté ouest de la RD 82, donc création d'un giratoire qui facilitera la connexion entrée et sortie de toute cette partie, de tous les futurs habitants de cette ZAC et des autres qui sont déjà installés. Cet investissement est réparti en termes de coûts entre le département, la communauté de communes et la commune de Melesse. Et en prévisionnel de travaux,
ce serait une réalisation pour fin 2022. Merci. Il y a pas mal. Il y a aussi une question peut-être technique qui porte sur la capacité de la station d'épuration. Est-ce qu'elle est suffisamment dimensionnée à ce jour pour recevoir cette opération d'aménagement? Et est-ce que, j'ai cru comprendre la question, est-il envisagé de mutualiser cette gestion des eaux usées avec les quartiers environnants? Alors, la station d'épuration aujourd'hui, dans son fonctionnement, elle n'est pas suffisante, mais l'étude est bien avancée pour réaliser une extension de la station d'épuration actuelle, passant de 5000 équivalents habitants, c'est un peu technique, à 9500 équivalents habitants. Et la réalisation de ces travaux d'extension est prévue juste en amont du démarrage des travaux d'aménagement de la ZAC. Donc l'accueil des nouvelles populations de cette ZAC et des quartiers environnants sera parfaitement assuré du point de vue de l'épuration des eaux usées. Concernant la question sur l'extension aux habitations environnantes, la question va se poser. À partir du moment où il y aura un réseau d'assainissement qui sera créé, la question sera posée. Mais aujourd'hui, l'étude est à faire. Il y a également des questions qui portent sur le programme et les formes de logement. Je vais essayer de les réunir pour les adresser peut-être à l'atelier LD dans un premier temps. La question porte sur le fait que on voit des maisons implantées là sur le terrain. Est-ce que c'est une implantation définitive? D'autre part, autre question posée, c'est les hauteurs des collectifs. Est-ce que le R+2 plus attique reste une hauteur maximale respectée? Et puis quelqu'un demande à ce qu'on explicite la notion de logement intermédiaire. Quelle hauteur cela représente à peu près? Oui, alors pour ce qui est des hauteurs, donc oui, on est sur R+2 plus comble maximum. Je crois que ponctuellement, on peut arriver à R+3, mais il faut que je vérifie sur le plan. Mais voilà, on est sur plutôt globalement sur R+2 plus comble, sachant que ça va être un maximum. Et donc, sur les intermédiaires, on est plutôt plus bas. On va avoir une majorité de R+1 plus comble. Donc rez-de-chaussée, étage plus comble ou attique, ou R+2 ponctuellement avec un appartement au-dessus qui pourrait être en duplex. Voilà. Et donc voilà pour les typologies. Pour ce qui est de l'implantation que vous voyez sur le plan, alors non, elle n'est pas définitive. Pour l'instant, c'est une première implantation qui a quand même pas été faite complètement au hasard et qui a été la suite de réflexion. Mais au fur et à mesure de l'avancement du projet, de la même façon qu'on affine petit à petit les espaces publics, on va aussi affiner l'espace privé et ça va aussi certainement être amené à bouger légèrement aussi lorsqu'on en sera à la phase de cahier de prescription dont on parlait tout à l'heure. Lorsqu'on va définir des ambiances architecturales, paysagères sur l'ensemble du site, on a déjà commencé à avoir des premières idées, mais ça doit demander à être affiné. On est sur quelque chose d'assez grand. Donc voilà, ça peut être encore amené, pour l'instant, c'est plus un plan illustratif. Ça peut être amené à bouger légèrement lorsque, par exemple, vous voyez un bâtiment collectif directement à l'alignement. À certains endroits, on est quasiment sûr qu'effectivement, il sera directement à l'alignement. Je pense, par exemple, autour de la place centrale, où on a besoin de cadrer cet espace public davantage et où on aura envie de caler les immeubles directement contre la place pour venir vraiment bien définir les limites. Mais à d'autres endroits, on n'a pas encore forcément défini de façon sûre. Est-ce qu'il y aura un retrait de certaines maisons de 5 mètres, plutôt de 3 mètres? Ça va être vraiment
de la dentelle et un travail au cas par cas selon les secteurs. Et est-ce que j'ai oublié une question ou... Non, c'est bon. Il y en avait 2 ou 3. Il y en a un doute. Non, mais en plus, ça me permet de faire la transition avec une autre question qui est posée, enfin 2 autres d'ailleurs, que je vais adresser peut-être directement à Frédéric Garot. La première, c'est quelqu'un demande si le plan et puis peut-être la programmation pourra évoluer dans le temps en faisant un retour d'expérience de ce qui se passe sur chaque tranche. Et la deuxième question qui est posée, c'est est-ce que ce sera un quartier exclusivement de logement ou est-ce qu'on peut imaginer y intégrer des services à la population il est cité par exemple l'idée d'une crèche. Sur l'évolution effectivement de la programmation, effectivement, quand on lancera la tranche 1 qui représente à peu près 150, un peu plus de 150 logements. Donc 150 logements, c'est 3 ans parce qu'effectivement, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est de sortir 50 logements par an. Effectivement, si on se rend compte de certaines choses et s'il faut adapter certaines choses, on le fera. On ne va pas se l'interdire. C'est tout effectivement l'intérêt d'être en ZAC. Quant à effectivement la seconde question sur la partie habitat, effectivement, les ateliers vont sans doute et les sondages qui sont actuellement en ligne par rapport à des lieux de mutualisation, notamment de coworking ou autres, aujourd'hui, ce n'est pas prévu. On y réfléchit, on y pense, mais c'est aussi le résultat de tous ces sondages et des ateliers qui vont être menés qui vont nous amener effectivement à pourquoi pas faire évoluer certains secteurs ou des pieds d'immeubles sur des espaces de travail ou autres. Merci. Si l'on revient sur des questions qui portent sur l'aménagement de l'espace public, plusieurs questions. Quelqu'un demande où pourra-t-on implanter les espaces récréatifs sur le projet. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'espaces concernés par les zones humides qui devront conserver cette fonctionnalité-là en propre. Donc où est-ce qu'on pourrait implanter des espaces récréatifs? Dans le même ordre d'idées, quelqu'un demande pourquoi utiliser du béton pour les cheminements, notamment pour le cheminement de l'onde, puisque ça faisait partie des éléments présentés. Et puis, troisième question, toujours en lien sur l'espace public, quelqu'un demande si il a été envisagé de créer une ou plusieurs micro-forêts urbaines dans le quartier. Alors, pour ce qui concerne la question sur les différents équipements de loisirs et de mobilier qui seront à positionner sur le secteur, enfin sur l'ensemble du quartier, alors on va prévoir et préparer justement dans le cadre de la préparation des ateliers, des positionnements possibles pour les différents éléments, sans dire qu'est-ce qui pourra être à tel endroit, mais de se dire qu'ici, on a un espace libre. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ici, on en a un autre. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Globalement, alors c'est vrai que vous voyez qu'on est quand même un peu contraint pour tous ces éléments-là par la vaste zone humide qui nous prend quand même pas mal de place. On a aussi pas mal d'espaces paysagers qui sont réservés aux arbres existants qu'on veut vraiment préserver. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas venir trop coller de choses et au contraire, de laisser de l'espace public pour que ces arbres puissent être préservés au maximum, parce que comme on vous l'a dit depuis le début, c'est vraiment objectif numéro 1, c'est de préserver au maximum les arbres. Ensuite, nos espaces de parc sont effectivement pas mal utilisés pour la gestion de l'eau pluviale, mais ne vous inquiétez pas, il reste quand même pas mal d'endroits qui comme ça ne ressortent pas forcément énormément parce que le plan est grand et que voilà, mais typiquement lorsque vous positionnez des tables de pique-nique, lorsque vous venez positionner des tables de ping-pong ponctuellement ou autres, à cette échelle-là, on ne les voit pas forcément, mais vous inquiétez pas, il y aura des espaces que nous, on identifiera certainement en amont pour voir quelles sont les possibilités.
Pour ce qui est de la question sur les matériaux, pourquoi avoir choisi le béton sur le chemin de l'Onde? Alors, c'est pas forcément des choix qui sont complètement définitifs pour le moment, mais dans l'idée, on a choisi ce matériau parce que il est plus pérenne qu'un chemin, par exemple, en stabilisé, et il va faire une délimitation plus nette parce qu'on veut que ce chemin aussi soit assez graphique. Voilà. Et c'est vrai qu'on aurait pu le faire en bois, mais pour le coup, après, c'est des choix et des partis pris. Mais pour le coup, sur ce secteur de parc, on envisageait plutôt de le faire en béton. Et donc, pour la dernière question, je vais laisser la paysagiste répondre. Pour la question des micro-forêts, alors on n'a pas abordé l'idée, on n'a pas encore vu ça dans le quartier, mais c'est une très bonne réflexion qu'on peut mener sur le projet et essayer d'identifier des besoins, enfin des espaces pour le mettre en place. Effectivement, et ça pourrait permettre aussi d'intégrer des chantiers participatifs avec des personnes volontaires, donc c'est une bonne idée. Ensuite, parmi les différentes questions, des questions sur le rapport du quartier des constructions, sur les bâtiments existants et les riverains. J'espère que vous m'entendez toujours parce que je rencontre des problèmes de connexion. Donc, peut-être un mot. On a perdu Justine Leleu. On va lui laisser le temps, effectivement, de reprendre la main. C'est bon, ouais, Justine, c'est bon. On t'entend pas. Vous m'entendez? Non, toujours pas. Aller, ouais. Si, ça va. Alors là, non, on t'entend plus. Ton micro est coupé. Voilà, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Je suis vraiment désolée. Petit problème de connexion. Toujours pas. Non, pas vraiment. Ah. Alors. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, est-ce que tu peux couper ta vidéo peut-être et juste garder le son? Peut-être que ça passera mieux. D'accord. Donc, une question qui était posée sur la façon d'impliquer, d'intégrer les riverains dans la réflexion sur le traitement des abords, des implantations. Pour l'implication des riverains, c'est intégré dans la démarche de concertation. C'est intégré dans la démarche de concertation. Concertation sur l'intra-aménagement dans le périmètre de la ZAC, mais aussi concertation sur la connexion de la ZAC avec les quartiers, enfin les habitants, enfin les personnes qui habitent juste en bordure. Oui. Ça rentre dans la concertation, à mon sens. C'est une pratique habituelle d'écouter et de faire participer effectivement les riverains avec une attention particulière sur les ombres portées, les vues, enfin, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites sans dénaturer ni changer le projet, mais c'est bien un quartier dans la ville, avec la ville et pas contre la ville.
Voilà, donc je vais peut-être je vais peut-être poser deux dernières questions avant que ma connexion se coupe complètement. Donc il y a une question sur est-ce qu'il sera possible et est-ce qu'il est envisagé de faire des parkings souterrains sous les programmes en collectif pour limiter les emprises au sol destinées à la voiture. Et puis pas mal de remarques et de questions sur la date prévisionnelle de mise en vente des terrains et le prix, hein, puisque c'est bien sûr ce qui intéresse tout le monde. Donc peut-être commencer par la question du stationnement et puis terminer sur la question de la commercialisation et de la politique tarifaire. Oui, alors sur la partie des stationnements en sous-sol pour les logements collectifs, il est tout à fait envisagé de prévoir un stationnement en sous-sol sous certains collectifs. Après, là encore, il va s'agir de cas par cas. Je ne vais pas pouvoir vous répondre, oui, tous les collectifs auront un stationnement en sous-sol et tous les intermédiaires. Ça va vraiment plus être du cas par cas selon aussi la taille de l'opération, puisqu'il est... il est plus facile et faisable économiquement hein, aussi, parce que ça a aussi évidemment un enjeu économique, comme vous vous en doutez, de prévoir du stationnement collectif, en sous-sol, pardon, lorsque l'opération est un peu plus grande que certaines. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment de prioriser plutôt l'intégration en sous-sol de façon à ce que les cœurs d'îlots, comme dans le reste de la logique du quartier, soient plutôt réservés aux paysages et aux petits espaces de rencontre plutôt que d'être uniquement du parking avec des nappes d'enrobés. Et je précise également que lorsque le stationnement ne pourra pas être en sous-sol, il y aura des règles qui encadreront la mise en pratique de ce stationnement pour qu'il soit en revêtement poreux sur le maximum de son pourcentage. Le pourcentage n'est pas encore arrêté, mais on sera à bien plus que 50%, et qui soit absolument paysager. L'idée étant, et donc ça, de vraiment faire de ces zones de jardin qui soient justement plus des espaces de jardin que des espaces de stationnement. Voilà, et globalement, et ça, ce sera le cas également pour les logements intermédiaires. Voilà. Pour la seconde partie, effectivement, des interrogations, donc par rapport à la mise en vente des terrains, il est prévu effectivement une première phase parce qu'on collecte, et c'est vrai, un certain nombre de candidatures, on va dire ça comme ça, depuis pas mal de mois. On en a un certain nombre. L'idée, c'est de vous adresser un questionnaire d'ici la fin de l'année, un questionnaire qu'on est en train de finaliser avec les élus à destination principalement, l'idée très clairement, on peut le dire aujourd'hui, étant qu'on ait des acquéreurs en résidence principale. Il ne s'agit pas d'aller vendre des lots de terrain à bâtir pour investisseurs. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de cibler essentiellement les primo-accédants, les jeunes de la commune et la résidence principale. Après, il y aura d'autres critères, bien évidemment, mais ça sera sans doute dans les critères principaux. Donc, les questionnaires fin d'année, une mise en commercialisation ensuite sur le début de l'année 2022, qui coïncidera avec le démarrage des travaux lors du premier semestre 2022. Quant au prix, aujourd'hui, on n'en a pas, enfin, les prix ne sont pas arrêtés. On a une bonne connaissance du marché parce qu'on a eu la chance, effectivement, d'accompagner la collectivité ces 15 dernières années. Ça fait, effectivement, on a déjà réalisé 3 opérations d'aménagement. La dernière étant les jardins de Constance. Les prix sur les jardins de Constance, à titre d'info, je vais vous parler au prix mètre carré. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça donne quand même une tendance. Nous étions autour des 200-220 euros le mètre carré. On ne sera pas difficilement, bien évidemment, en dessous de ce prix-là. Le prix définitif, on ne le connaît pas encore, donc, mais vous le saurez suffisamment tôt, je pense, d'ici fin d'année en tout cas. Et puis, effectivement, on prévoit également de décoter certains lots qui seront destinés effectivement à mettre
on a à peu près 10 000 euros en décote. Là, on réfléchit à une enveloppe de 8 à 10 000 euros pour effectivement cibler essentiellement les personnes qui auront une grande volonté, genre soit en logement participatif on va dire vert. Enfin voilà, l'idée c'est d'accompagner au mieux la création de ces logements. Mais voilà, très clairement. Alors aussi, il y a se poser la question par rapport à la taille des terrains. Je sais que la question nous est souvent revenue. Alors c'est peut-être pas apparu ce soir dans les questions, mais on nous la pose très fréquemment. Aujourd'hui, sur les 60, on aura à peu près une soixantaine de terrains à bâtir sur la première tranche. On aura 40% des terrains qui feront entre 200 et 300 mètres carrés, donc des terrains moyens, avec des surfaces de 250, 280 mètres carrés pour la plupart, et 60% des autres terrains entre 300 et 600 mètres carrés, avec une surface moyenne à 400 mètres carrés. Donc voilà, ça peut vous donner un petit peu la tendance aujourd'hui de la programmation et des lots qui seront à vendre d'ici quelques mois. Merci à tous pour vos questions, merci à l'équipe et aux élus d'avoir répondu également. Je ne vois plus de questions apparaître. Il est 20h, on est dans notre objectif d'1h30. Je vous propose de s'arrêter là. Vous retrouverez donc le support de la réunion sur le site internet de la commune mis en ligne d'ici quelques jours. N'hésitez pas à répondre au sondage, à vous inscrire aux ateliers. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et laisse la parole à ceux qui souhaiter également une bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Moi, je remercie à nouveau tout le monde et je souhaite en effet une bonne soirée à tout le monde et à très bientôt pour la suite de la concertation. Merci à tous. Ouais, et puis merci à l'équipe effectivement qui nous accompagne voilà, quasiment au quotidien pour l'élaboration de ce très beau projet. Merci, bonne soirée et puis à bientôt pour les ateliers. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.